Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, l'année 2018 a été mouvementée pour l'opposition. Elle a mené un bras de fer avec le pouvoir pour la mise en place de réformes politiques sans obtenir gain de cause. Au Sénégal, l'élection présidentielle est prévue le 24 février 2019. Malgré une année socio-politique mouvementée, le chef de l'État, Macky Sall, a fait un bilan positif. L'année 2018 a été une année décisive pour préparer cette présidentielle de 2019. Et puis, renforcement de l'énergie nucléaire en Algérie. Le pays souhaite produire plus d'électricité grâce à l'atome. Une autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire sera mise en place pour encadrer cette production. En Mauritanie, le député d'opposition et anti-esclavagiste Birham Da Abed a été libéré le soir du 31 décembre. Une libération après 5 mois de détention et un passage devant un tribunal de Nouakchott pour menace contre un journaliste. Il a réaffirmé ce 1er janvier sa détermination à poursuivre son combat contre le racisme et l'esclavage. Il s'est déjà déclaré candidat à la présidentielle de juin prochain. 12 mois marqués par des revendications et des manifestations. Au Togo, l'année 2018 s'est composée d'une série de manifestations des populations à l'appel de l'opposition pour obtenir des réformes politiques. Mais l'opposition semble sortir affaiblie de ce bras de fer avec les autorités. Les explications d'Ange Bijouno-Magno. 27 octobre 2002, au Togo, l'opposition avait boycotté les élections législatives au motif d'une irrégularité constatée dans l'organisation. 16 ans après, le même scénario se produit, ce qui donne au pouvoir une large majorité à l'Assemblée. Finalement, le rapport de force au Togo semble n'être qu'à l'avantage d'un seul camp, celui du parti au pouvoir. On note l'absence d'une stratégie gagnante, même dans les rangs de ces militants. On mentionne aussi le confort financier plutôt limité dont dispose l'opposition togolaise. Elle n'a officiellement plus de députés à l'Assemblée nationale, ce qui est une autre de ses faiblesses aujourd'hui. Au fil des années, l'opposition togolaise a connu des périodes de mutation profonde avec son lot d'avantages ou d'inconvénients. C'est le cas par exemple du divorce qui a été prononcé avec l'union des forces de changement de Gilles Chryss-Olympio qui s'est rallié au pouvoir. La formation d'une coalition composée de 14 partis de l'opposition reste par contre un fait majeur qui s'est produit dans la classe politique togolaise. L'une des forces dont dispose aujourd'hui la coalition des 14 reste sa capacité à mobiliser la population. Un soutien dû notamment à l'union que les partis qui composent cette coalition ont su garder et sans lequel ce soutien, elle serait simplement amenée à disparaître. Après la tenue des élections législatives du 20 décembre 2018, la coalition des 14 partis de l'opposition togolaise semble être affaiblie par la tournure des événements. Les réformes tant revendiquées par elle n'ont jusque-là pas été satisfaites et elle perd le poste de chef de file de l'opposition au profit de Gilles Chryss-Olympio à l'issue de ces élections. C'est le jour J, ce mercredi 2 janvier. Le Conseil constitutionnel va dévoiler le nombre de parrainages validés pour chaque candidat à la présidentielle au Sénégal. Une information connue par les candidats depuis le 30 décembre. Pour ceux dont les parrainages sont rejetés, l'heure est à la recherche de nouveaux parrains. Pour rappel, chaque candidat doit en recueillir au minimum 53 000 dans tout le pays. Pour éviter les doublons, l'organisme vérifie la validité de chaque parrain. Le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats pouvant participer à l'élection présidentielle au plus tard le 21 janvier. Toujours au Sénégal, l'année 2018 a été marquée par des tensions socio-politiques. Différents mouvements sociaux se sont déroulés. Ils ont concerné des secteurs comme l'éducation, la santé et la justice. L'adoption de la loi sur le parrainage reste le fait politique majeur de l'année. El Hadji Ndiaye. 2018 s'achève, une année qui a été marquée par plusieurs événements sur le plan social, économique et politique au Sénégal. En politique, 2018, une année décisive pour préparer la présidentielle de 2019, une élection qui a annoncé les couleurs d'une année mouvementée avec des candidatures comme celle de Karim Wade et de Khalifa Sall qui, tous deux, ont eu maille avec la justice. L'arrestation de Khalifa Sall et le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales restent une interminable bataille politico-judiciaire. Le fait qu'il ne soit pas sur les listes ne veut pas dire
qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat, la loi le permet. L'élection présidentielle est prévue le 24 février 2019 avec un bilan qu'il juge positif. Le président Macky Sall se projette déjà en 2019. La première initiative, je la consacre à la jeunesse. Chers amis, la deuxième initiative que je compte lancer à partir de 2019 concerne l'économie sociale et solidaire. L'opposition de son côté a multiplié les marches durant toute l'année pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'abus du pouvoir et de mauvaise gouvernance du président Macky Sall. Elle a également récusé la loi sur le parrainage. D'ailleurs, l'adoption de la loi sur le parrainage reste le fait politique majeur de l'année 2018. 2018 a été aussi une année de tension budgétaire au Sénégal. Toutefois, au groupe consultatif de Paris, les partenaires techniques et financiers du Sénégal se sont engagés à financer la phase 2 du plan Sénégal émergent d'un montant de 7 356 milliards de francs CFA. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. Le système éducatif n'a pas été en reste. Il vient de connaître l'une de ses années les plus sombres, aussi bien l'enseignement supérieur que le secteur allant du préscolaire au secondaire. Toute la chaîne a été agitée par des grèves et parfois même des violences. Dans le domaine de la santé, une équipe de chirurgiens est parvenue à séparer des jumelles siamoises, même si l'une d'elles n'a survécu que quelques jours. Plus besoin d'espèces, il suffit d'un téléphone portable pour réaliser des achats. Le Maroc se lance dans la dématérialisation des paiements, une stratégie qui vise le développement du secteur financier dans le pays à l'horizon 2020. Regardez ce sujet de la rédaction. Modernisation des paiements au Maroc. La finalisation de l'écosystème du mobile paiement est en cours, une avancée pour le pays. Cette dématérialisation des paiements a pour principaux objectifs l'inclusion financière et la réduction de la circulation du cash, jugé trop coûteux. Le cash circule, mais s'il circule à travers les banques, oui, ça peut apporter quelque chose de positif, mais quand ça va de main en main, c'est votre problème. Parce que le cash peut circuler comment? Parce que dans tous les cas, ça dépend de la politique même du pays. La quantité monétaire qui est en circulation doit être définie par la Banque centrale marocaine. S'ils veulent réduire, qu'il y ait une restriction monétaire, à ce moment-là, ça peut réduire l'inflation. Posséder un smartphone, un accès à Internet et un compte bancaire sont les conditions permettant de bénéficier de cette dématérialisation des paiements. Ce système fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et permet de réaliser différents types d'opérations quotidiennes, du transfert d'argent au paiement d'achat. On ne peut pas dire que c'est vraiment un impact vraiment positif, mais au moins l'économie est arrimée à la mondialisation. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des intermédiations bancaires, il y a une facilité qui s'opère à ce niveau-là. Selon les projections, ce système monétaire initié par la Banque Al-Maghrib et l'Agence nationale de réglementation des télécommunications devrait séduire d'ici 5 ans 6 millions d'utilisateurs et enregistrer 1,3 milliard de transactions, soit 50 à 60 milliards de dinars. Cette modernisation des paiements est rendue possible grâce à la nouvelle loi bancaire du 5 mars 2015 qui introduit une nouvelle catégorie d'organismes. Après l'exploitation des énergies fossiles, place au nucléaire. L'Algérie mise sur un renforcement du nucléaire pour l'agriculture, l'électricité et la santé. Le pays compte introduire l'énergie nucléaire parmi ses ressources énergétiques à l'horizon 2030-2050. Aminata Bari. L'Algérie projette de franchir une nouvelle étape dans le recours à l'énergie nucléaire. Les autorités ont validé jeudi 27 décembre l'adoption d'un projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles pour une meilleure mise en valeur de l'énergie nucléaire dans la recherche scientifique. L'Algérie, peut-être c'est pour dire qu'elle va essayer de compenser son déficit énergétique, à dire qu'ils vont faire du nucléaire civil, alors que le nucléaire civil, c'est pas nécessaire en Afrique parce que l'Algérie possède déjà des hydrocarbures. Le gouvernement algérien souhaite renforcer la place du nucléaire civil dans un pays longtemps dominé par la consommation des énergies fossiles.
Dès 2012, le pays a fait savoir sa décision de créer un centre de formation et d'appui à la sécurité nucléaire mis en place en 2015. L'Algérie se prépare à une montée en puissance du nucléaire et s'assure que tous les critères de sécurité soient remplis. Vu que tous les pays industrialisés qui ont opté pour le nucléaire, il y a eu des accidents nucléaires. Un pays qui n'a pas les capacités industrielles et techniques qu'il veuille se lancer dans le nucléaire, je crois que c'est un choix qui est périlleux. Tous les pays industrialisés occidentaux sont en train de sortir du nucléaire et l'Afrique veut se lancer justement dans cette industrie qui a de très gros risques pour l'environnement. L'Algérie possède 2 réacteurs nucléaires, le premier d'une capacité d'1 mégawatt à des fins de recherche et entré en fonction en 1989, le second d'une puissance de 15 mégawatts destiné à la recherche et à la production des produits pharmaceutiques et entré en service en 1993. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a la charge de contrôler régulièrement les 2 installations. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.